Bonjour à tous et bienvenue chez Objectif Barreau. Je suis votre professeur de droit civil et on va aborder ensemble toute une série de vidéos de remise à niveau en droit des biens. Effectivement, le droit des biens est cette matière que certains d'entre vous ont étudiée en première année de droit, d'autres pardon, plus tard dans leurs études, parfois en L3, parfois en Master 1 ou en Master 2 si vous avez fait des spécialités là-dessus. En tout cas, on va revoir un petit peu à travers ces vidéos une remise à niveau, une sorte de récapitulatif de ce qu'est cette matière. C'est une matière essentielle du droit civil. Tout juriste doit la connaître. Lorsqu'on est privatiste, il faut connaître le droit des biens comme on connaît le droit des obligations. Alors, cette notion est intimement liée à la notion de patrimoine. Effectivement, on parle souvent de droit des biens ou de droit patrimonial. C'est normal, c'est pour ça que cette première vidéo va consister à étudier le patrimoine avec sa définition et sa composition. Alors, dans un premier temps, on va avoir une définition, une présentation générale de ce qu'est la matière, de ce qu'est le droit des biens et donc de ce qu'est également le patrimoine. Alors c'est simple, le droit des biens concerne le droit des choses appropriables. Un bien, ce n'est rien d'autre qu'une chose appropriable. Ça veut dire une chose que l'on va pouvoir faire entrer dans son patrimoine et une chose qui va avoir un propriétaire de ce fait. Alors, on connaît des choses qui ne sont pas réellement appropriables, en tout cas qui ne rentrent pas dans le patrimoine, tel qu'un bien classique, ce sont ce qu'on appelle les droits extra-patrimoniaux. Extra-patrimoniaux parce que qui ne sont pas dans le patrimoine, en tout cas, qui ne sont pas ces biens qui peuvent être transmissibles, évaluables économiquement, de la même façon qu'un bien classique. Ils font l'objet d'autres matières, souvent des droits de la personnalité, mais ils ne rentrent pas dans votre patrimoine. À côté de ça, la notion de bien est donc la notion qui va de pair avec celle de patrimoine. Vous ne pouvez pas étudier le droit des biens si vous n'avez pas compris ce qu'était un patrimoine. Et le patrimoine, c'est justement l'ensemble des biens et obligations que détient une personne. C'est tout ce qu'il y a. On va voir dans un instant un peu ce qu'est la théorie du patrimoine, mais pour résumer en bref, rapidement, le patrimoine, c'est ce que toute personne a et y sont inscrits à la fois ses dettes, ses obligations, ses biens. Voilà ce qu'est un patrimoine. Enfin, pour finir cette présentation un peu globale et rapide de la matière, sachez-le, mais vous devez probablement le savoir déjà, il existe ce qu'on appelle une sous-division en droit civil, ça veut dire une distinction majeure, essentielle des notions, de la notion de bien, pardon, c'est la distinction entre les biens meubles et les biens immeubles. Vous la connaissez toutes, le Code civil est imparable là-dessus, il vous dit à l'article 516 du Code civil que les biens sont soit meubles, soit immeubles. Ça veut dire en fait que le Code civil envisage qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Si vous n'êtes pas un immeuble, c'est que vous êtes forcément un meuble. C'est ce qu'on verra. Ça, c'est facile, c'est assez pratique. Il existe évidemment d'autres distinctions, des distinctions secondaires, qui ont parfois leur importance aussi. Par exemple, la distinction entre choses consentibles ou non consentibles, fongibles ou non fongibles, corporelles ou incorporelles. Bref, il existe d'autres distinctions. Mais c'est vrai que la distinction entre bien et immeuble est un peu la distinction de base, la summa divisio du droit des biens. Voilà pour cette définition, pour ce premier point. On peut donc passer à un deuxième point plus spécifiquement sur le patrimoine. Alors, on vient de le voir, le patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des obligations d'une personne, comme je viens de le dire. On a tendance à parler d'universalité de droit. Ça veut dire que une universalité de droit comporte à la fois votre actif et vos dettes, mais comporte aussi vos biens présents et vos biens futurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le patrimoine, c'est aussi la capacité à acquérir. Ça veut dire qu'on peut avoir un patrimoine et être sur la paille. On peut avoir un patrimoine et avoir zéro dette et zéro bien. C'est peut-être théorique, mais en tout cas, c'est techniquement possible. Le patrimoine, c'est aussi ce que vous avez déjà rencontré dans d'autres matières, sans vous en rendre compte parfois. Mais c'est ce qui sert de droit de gage général aux créanciers. Vous vous souvenez quand on parle de créanciers qui n'ont pas de sûreté personnelle ou de garantie spéciale? Eh bien, ils ont néanmoins un droit de gage général. Cela signifie tout simplement qu'ils peuvent se servir sur votre patrimoine qui est là pour répondre de toutes vos dettes. Votre actif répond de vos dettes. C'est l'article 2284 du Code civil qui vous le rappelle notamment. Alors, la notion de patrimoine est très associée à une théorie doctrinale, à nos chers
Aubry-Hérault, ces auteurs, cette doctrine très reliée à la notion de patrimoine, c'est eux qui ont construit la notion telle qu'on la connaît et qui ont posé cette idée d'unicité du patrimoine. Effectivement, la théorie d'Aubry-Hérault sur le patrimoine, d'unicité du patrimoine, est celle qui a un peu fondé le droit civil français. Ça veut dire qu'on considère que tout patrimoine est attaché à une personne. Ça veut dire que pour qu'il y ait un patrimoine, il faut une personne. Il ne peut pas y avoir de patrimoine sans personne. Alors, personne au sens juridique, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Toute personne a un patrimoine. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes né, vous avez nécessairement un patrimoine. Il ne peut pas y avoir de personne sans patrimoine en droit civil français. Un nourrisson a un patrimoine, un SDF a un patrimoine, peu importe son contenu, mais toute personne a un patrimoine. Vous vous souvenez pourquoi? Parce que dans le patrimoine, on vient de le voir à l'instant, on met aussi la capacité à acquérir des choses. C'est pour ça que toute personne a un patrimoine, qu'il soit vide ou pas. Troisième élément de cette théorie de l'unicité du patrimoine, toute personne n'a qu'un seul patrimoine. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs patrimoines. Vous n'en avez qu'un. Et il est donc unique et indivisible. Voilà un petit peu les trois principes fondateurs du droit civil français autour de la notion de patrimoine, et cette théorie d'Aubry-Hérault est celle qui quand même a transcendé les années, a dépassé les années, a circulé pour nous arriver telle qu'elle. Alors, vous le savez, cette théorie, sans être totalement dépassée, est quand même nuancée et tempérée par certains éléments plus modernes. Rapidement, il s'agit de l'EIRL ou de la fiducie, par exemple, pour ne citer que cela, qui vont un peu tempérer cette idée de patrimoine unique. On dit que toute personne n'a qu'un patrimoine et pourtant on sait qu'il peut y avoir des patrimoines d'affectation par exemple, notamment dans le cadre de l'EIRL, de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, où vous allez pouvoir affecter une partie de votre patrimoine à l'activité professionnelle. Donc nécessairement, d'une certaine manière, vous allez vous retrouver avec un patrimoine affecté et un patrimoine personnel. Il y a donc quelques tempérament à cette idée d'unicité du patrimoine, mais en revanche, il faut quand même que vous ayez en tête ce qu'est le patrimoine et cette idée-là, parce que c'est quand même ce qui gouverne la jurisprudence, qui gouverne les règles de droit que vous allez étudier. Donc, un patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des obligations d'une personne. Il peut y avoir les dettes et les biens et l'actif. Le patrimoine, c'est aussi la capacité à accueillir des choses. Toute personne a un patrimoine. Seules les personnes juridiques peuvent avoir un patrimoine et ce patrimoine est indivisible et unique en principe, malgré certains tempéraments récents. Voilà pour ce qui est du patrimoine. On peut donc passer à notre troisième point et à la définition des biens qui vont composer le patrimoine. Alors déjà, on va voir dans un premier temps, dans un grand A, la notion de bien. Eh bien, les biens, vous allez vous dire que je tourne un peu en rond, mais c'est nécessaire d'appréhender les choses comme ça. Les biens, c'est ce qui rentre dans le patrimoine. Ça veut dire que ce sont les choses, les richesses qui sont appropriables. On l'avait vu dans la présentation rapide. Certaines choses vont toutefois être hors du commerce, vous le savez. Il y a donc une interrogation à savoir est-ce que ce sont des biens ou pas. Il y a différentes choses hors du commerce. Certaines ne sont pas aliénables à titre onéreux, par exemple, mais vont pouvoir être cédées à titre gratuit. Les tombes, les sépultures, on va pouvoir céder des choses. À l'inverse, d'autres choses vont être totalement hors du commerce. Certaines choses ne vont pas pouvoir être cédées, que ça soit à titre gratuit ou à titre onéreux. On pense à une jurisprudence un peu récente sur l'amiante, par exemple, qui, au vu de son caractère dangereux, ne peut pas du tout être cédée, que ça soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Ces choses-là, donc, puisqu'elles ne peuvent pas être dans le commerce, on va pouvoir considérer pour certains qu'elles ne sont pas des biens au sens juridique du terme, puisqu'elles ne peuvent pas rentrer dans un patrimoine, elles ne peuvent pas être cédées, elles ne peuvent pas être évaluables économiquement. Les choses communes qui ne sont pas susceptibles d'appropriation, en principe, sont aussi à distinguer des choses sans maître. Alors, je m'explique. Les choses communes ne sont pas appropriables. Ça veut dire que ça ne peut pas être des biens et elles sont à distinguer des choses sans maître visées à l'article 713 du Code civil qui, elles, à l'inverse,
sont susceptibles d'appropriation. Alors les choses communes, classiquement, ça va être l'air, à moins qu'il soit identifié et pris, mais on va parler de l'air, on va parler de toutes ces choses qui sont utiles à tout le monde, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation unique, et ben elles appartiennent à toute personne et elles ne sont pas des biens au sens juridique du terme, puisqu'elles ne peuvent pas rentrer dans un patrimoine, elles ne peuvent pas avoir un seul propriétaire. À l'inverse, les choses sans maître, il faut distinguer, ce sont des choses qui sont susceptibles d'appropriation, qui peuvent avoir un maître, qui peuvent avoir un propriétaire, c'est ça ce qu'il faut comprendre par maître, mais qui n'en ont pas encore. Voilà vaguement pour la notion de bien. Les biens sont aussi une valeur économique, ce sont des richesses et elles peuvent être corporelles ou incorporelles. Alors, par exemple, vous le savez, c'est là souvent qu'on évoque les animaux. Vous savez que la loi a changé un petit peu la définition des animaux. On a un article 515-14 qui vous parle désormais d'êtres sensibles, vivants, mais ça n'a pas changé grand-chose en réalité en droit des biens. Si l'appellation a changé, les animaux restent soumis au droit des biens pour ce qui est de leur régime juridique. Donc ce ne sont plus vraiment des biens, on parle plus de choses corporelles, mais ça reste des êtres soumis au régime du droit des biens. Et les choses peuvent aussi être incorporelles, ce sont par exemple les droits patrimoniaux évaluables en argent, qu'ils soient réels ou personnels. Voilà, voilà pour ce qui est un petit peu de cette présentation des biens. Et on peut rentrer un peu plus dans le détail avec la classification des biens. Vous allez peut-être vous dire à quoi ça sert de pouvoir classifier les biens. Ben, commençons par la fameuse summa divisio qu'on a déjà vue tout à l'heure, de l'article 515 du Code civil. Donc les biens vont être soit des meubles, soit des immeubles. Première chose extrêmement à comprendre, c'est que si vous n'êtes pas un immeuble, vous êtes forcément un meuble. C'est ainsi, les immeubles est la catégorie la plus restrictive, ce qui fait que si vous n'êtes pas un immeuble, vous êtes nécessairement un meuble. Alors, les meubles peuvent être des meubles par nature, ce sont ceux qui se transportent, nous dit l'article 528. Il y a donc un critère de mobilité. Les meubles peuvent aussi être par détermination de la loi. Par exemple, les actions, ce sont des meubles parce que la loi les qualifie tels quels. Et il peut également y avoir des immeubles par anticipation, qui sont des immeubles qui sont destinés à devenir meubles dans un futur proche. Donc, je résume, on peut avoir des meubles par nature, on peut avoir des meubles par détermination de la loi, et on peut avoir des meubles par anticipation. Le meuble par anticipation, c'est en fait à la base un immeuble, mais qui, comme on sait que très rapidement il va être détaché, eh ben, on va considérer que c'est un meuble par anticipation, alors même que pour l'instant c'est un immeuble. Par exemple, les récoltes sur pied. Les immeubles, quant à eux, sont visés à l'article 517 du Code civil. Les immeubles, par nature, eux aussi, sont la première catégorie à définir à l'article 518 du Code civil. C'est par exemple le sol, tout ce qui est incorporé, c'est tout ce qui est figé, collé au sol. Il y a les immeubles par objet, c'est la deuxième catégorie d'immeubles. Ce sont tous les immeubles et droits qui vont porter sur un immeuble vont être considérés comme des immeubles par le droit. Et enfin, on a les immeubles par destination visés par l'article 524 du Code civil. Les immeubles par destination, ce sont en fait des meubles, vous voyez, c'est un peu le mécanisme contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce sont des meubles que le droit va considérer comme des immeubles à condition que l'immeuble et le meuble appartiennent au même propriétaire et que le meuble soit affecté au service de l'immeuble. En fait, les immeubles par destination, ce sont des meubles qui vont venir s'incorporer à l'immeuble et ça va appartenir au même propriétaire, ça va servir l'immeuble. On va donc considérer qu'il va être de la même façon un immeuble lui aussi. Alors ça, c'était pour la summa division entre bien meuble et bien immeuble. Il existe d'autres distinctions secondaires.
D'autres classifications que j'avais un petit peu rapidement envisagées, par exemple les fruits et les produits. On peut distinguer entre ce qui est fructus et ce qui est un produit. On peut distinguer entre les choses fongibles ou les choses non fongibles. On a plein d'autres distinctions. À quoi servent ces classifications? Vous allez me dire maintenant de dire que c'est soit de meuble, immeuble, soit corporel, incorporel, fongible, non fongible. En fait, c'est simple. Lorsqu'on a une classification, ça permet d'appliquer un régime juridique. Par exemple, pour ce qui est des sûretés, pour ce qui est de la publicité légale, vous savez que par exemple, la publicité n'est pas la même en matière d'immeuble et en matière de meubles. Pour ce qui est des règles sur la possession, on va le voir dans une fiche dans un moment, on n'a pas les mêmes règles en matière de possession, même si elles se distinguent, elles se définissent de la même façon. Les conséquences ne sont pas exactement les mêmes en matière immobilière et en matière mobilière. On a donc tout ça qui nous sert à appliquer le bon régime juridique. Donc on se contente de cette summa divisio assez souvent, mais la distinction plus précise va être très utile, très souvent aussi pour savoir quel régime juridique on va pouvoir appliquer. Voilà pour ce qui est de cette première vidéo. Une première vidéo qui ne devait pas être très lourde, une première vidéo qui pour beaucoup d'entre vous rappelle des choses qu'on connaissait déjà tous, vous allez me dire, mais c'était important de replacer les choses un petit peu avant de vous mettre à apprendre dans le détail. Donc si je voulais que vous reteniez une seule chose, vous reprendriez la première fiche qu'on avait vue en bref, c'est la définition du patrimoine, la définition du bien et de bien comprendre qu'un bien, c'est ce qui rentre dans un patrimoine, et le fait d'avoir compris qu'il y avait cette notion d'appropriation et une notion de summa division entre les meubles et les immeubles, qui est un peu cette distinction classique. Voilà pour cette première vidéo. À très bientôt pour une deuxième vidéo et on rentrera un petit peu plus dans les détails du droit des biens et dans les merveilles de cette matière. Bon courage pour vos révisions. À bientôt.